En l'an 117 de notre ère, la terre connue fut secouée. Marco Ulpio Trajan, l'empereur exemplaire et le conquérant invincible, a trouvé la mort dans des circonstances énigmatiques au sein d'une cité oubliée d'Asie mineure. Selon les sources officielles, il est mort d'une maladie. Cependant, les témoignages du passé susurrent une autre réalité. Un complot impliquant sa propre femme, son successeur et un réseau d'espionnage qui allait de Rome aux dunes de Mésopotamie. Durant près de 2 millénaires, cette histoire a demeuré dissimulée sous des strates de propagande impériale et de narrations officielles. Cependant, des recherches historiques récentes dévoilent une réalité bien plus sinistre. Une réalité établit un lien entre le décès de Trajan et l'une des manœuvres d'espionnage les plus élaborées de l'Antiquité. Un fait qui a éternellement modifié le déroulement de l'histoire occidentale. Qui était véritablement Trajan? Pour saisir les raisons de sa déclin, il est nécessaire de d'abord comprendre son ascension spectaculaire à une position de pouvoir incontestée. Trajan, né en Hispanie en 53 après JC, ne représentait pas l'homme romain standard. C'était un provincial, un outsider, qui a accédé au trône impérial non par succession, mais grâce à ses compétences militaires. Quand l'empereur Nerva le désigna comme héritier en 97, Rome a obtenu quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis des décennies, un véritable militaire à la tête du pouvoir. Les premières années de son règne ont été impressionnantes. Trajan ne se limitait pas à gérer l'empire qu'il avait reçu en héritage. Son ambition était de le développer. Sa première importante offensive contre les Daces, ces redoutables combattants de ce qui est actuellement la Roumanie, s'est soldée par une victoire éclatante. Entre 101 et 106, Trajan a non seulement soumis la Dacie, mais l'a aussi métamorphosée en la province la plus prospère de l'Empire. L'or affluait à Rome en telle abondance que l'empereur a pu supprimer les taxes et financer le programme de construction le plus audacieux de l'histoire romaine. La colonne Trajane, toujours debout à Rome et majestueusement imposante, narre l'histoire de ses conquêtes à travers des bas-reliefs en marbre qui s'étendent sur plus de 200 mètres. Cependant, l'article ne mentionne pas le coût psychologique associé à un tel triomphe. Trajan ne s'était pas seulement imposé comme empereur, il était également devenu une figure légendaire vivante. Et les légendes, comme je ne tarderai pas à le constater, aspirent à davantage de gloire. Le souci avec la perfection, c'est qu'elle requiert davantage de perfection. Chaque triomphe de Trajan rehaussait les attentes. Le peuple romain, accoutumé à ces triomphes, attendait des victoires toujours plus grandioses. Enrichis par le butin de guerre, les sénateurs susurraient de nouvelles expéditions. L'empereur, au fond de son être, voyait naître une obsession grandissante, celle de surpasser le seul conquérant qui avait dépassé ses propres limites, Alexandre le Grand. Le nom qui troublait les songes de Trajan, le jeune Macédonien qui a réussi à conquérir le monde connu avant d'atteindre l'âge de 30 ans. À l'âge de 60 ans, Trajan possédait toujours la détermination d'un homme de 20 ans. Alexandre avait conquis un territoire, un empire qui n'avait jamais été totalement dominé par Rome, la Parthie, centre de l'ancien empire perse. Pour saisir pourquoi Trajan a fait de la Parthie son but ultime, il nous faut comprendre cet adversaire hors du commun qui avait avili Rome durant des siècles. Selon la propagande romaine, l'empire parthe n'était qu'un agrégat de tribus barbares, ce qui était loin de la réalité. Il s'agissait d'une superpuissance avancée qui dominait les voies commerciales les plus profitables du monde ancien, de la Méditerranée à l'Inde. Les Parthes avaient élaboré une stratégie militaire qui représentait un véritable défi pour chaque général romain, la tactique de la guerre en mouvement. Ces archers montés étaient capables de tirer des flèches mortelles tout en cavalant à vive allure, même à reculons, dans ce qui était appelé le tir parthe. Leurs unités de cataphractaires, une cavalerie lourdement armée, étaient capables de foncer comme un marteau d'acier sur les formations adverses. Sa tactique, diaboliquement simple, consistait à amener l'adversaire sur un terrain propice,
à le tourmenter sans relâche et à éviter toute confrontation dans des conditions désavantageuses. Rome avait assimilé cette leçon de la façon la plus pénible qui soit. En 53 avant J.C., Marcus Licinius Crassus, figure de proue de la richesse et du pouvoir à Rome, avait conduit 7 légions contre la Parthie. Durant la bataille de Carès, les Parthes ont non seulement décimé l'armée romaine, mais ont aussi utilisé le crâne de Crassus comme prop pour les productions théâtrales réalisées à la cour parthe. C'était une humiliation que Rome n'a jamais oubliée ni pardonnée. Des décennies plus tard, Marc-Antoine, le partenaire de Cléopâtre et concurrent d'Auguste, chercha à venger Crassus. Sa campagne de 36 avant Jésus-Christ. Ce fut une calamité d'une ampleur encore plus grande. Les accouchements ont autorisé Antoine à progresser considérablement dans son territoire, puis ont interrompu ses voies d'approvisionnement, le contraignant à une retraite désastreuse à travers les montagnes d'Arménie. Moins de la moitié des 100 000 hommes qu'Antoine a conduits en Parthie sont revenus en vie. Ce qui faisait de la Parthie une véritable menace, ce n'était pas uniquement sa force militaire, mais aussi sa sagacité géopolitique. Les Parthes saisissaient que Rome était exposée à des risques à ses frontières les plus distantes. Ils maîtrisaient l'art de tirer parti des frictions ethniques et religieuses au cœur de l'Empire. Et ils possédaient un atout dont Rome avait désespérément besoin. La maîtrise des voies commerciales vers l'Orient, ces mêmes routes qui apportaient la soie, les épices et d'innombrables richesses. Pour Trajan, la Parthie constituait l'épreuve suprême. Il était le seul adversaire qui valait la peine d'être comparé à Alexandre, un empereur. C'était la seule conquête qui pourrait lui garantir une place dans l'histoire en tant que plus grand conquérant romain. Toutefois, la Parthie représentait également un piège, et les Parthes avaient disposé de siècles pour maîtriser l'art de tendre des embuscades aux Romains présomptueux. L'année 113 après J.C. a marqué le commencement de ce qui apparaissait comme la campagne la plus glorieuse dans l'histoire de Rome. À l'âge de 60 ans, Trajan prit en main la conduite d'une armée qui suscitait l'admiration dans le monde antique. Avec 5 divisions d'élite et plus de 150 000 soldats composant ses troupes régulières et auxiliaires, c'était la plus avancée machine de guerre de cette époque. C'était une puissance qui avait pris possession de la Dacie, qui avait élargi les limites romaines jusqu'au Danube, qui n'avait jamais subi de défaite. Le prétexte officiel de la guerre était une dispute de succession en Arménie, le royaume vassal qui fonctionnait comme une zone de protection entre Rome et la Parthie. Cependant, les sources historiques et les historiens contemporains laissent entrevoir des motifs beaucoup plus profonds. Trajan ne se contentait pas de vouloir résoudre un conflit de succession. Il aspirait à redéfinir la géographie du monde. Mon désir était de suivre les traces d'Alexandre jusqu'à l'océan Indien. Il aspirait à être reconnu non seulement comme un administrateur compétent, mais aussi comme le conquérant suprême. Les 2 premières années de la campagne ont été un rêve concrétisé. L'Arménie est tombée sans apporter de résistance notable. Les cités majeures de Mésopotamie, telles que Nisibis, Édesse et la mythique Babylone, ont accueilli les troupes romaines. En l'an 116, Trajan a réussi à prendre Ctésiphon, la capitale de l'Empire parthe, et à naviguer le long du Tigre jusqu'au golfe Persique. D'après les rapports, il a laissé couler des larmes en observant un vaisseau se diriger vers l'Inde, déplorant son grand âge qui l'empêche de poursuivre ses conquêtes. La propagande impériale était en pleine activité. Des pièces ont été émises portant l'inscription « Rex Partis Datus », un roi donné aux Parthes, en l'honneur de la mise en place d'un roi marionnette par les Parthes. Des correspondances triomphales furent adressées à Rome, relatant des conquêtes se mesurant à celles réalisées par Alexandre. Le titre de Parthicus, signifiant le conquérant de la Parthie, a été attribué à Trajan par le Sénat. Rome fêtait son triomphe le plus grand de toute l'histoire. Toutefois, cette victoire présentait un problème essentiel. Elle était totalement illusoire. Osroès Ier, roi des Parthes, n'a jamais été fait prisonnier. Son principal corps militaire demeurait intact dans les montagnes orientales. Les villes qui avaient chuté face à Rome avaient été évacuées de manière stratégique, ne laissant derrière elles que des garnisons symboliques. Les Parthes n'étaient pas battus,
Ils mettaient en œuvre la phase préliminaire d'une embuscade qu'ils avaient perfectionnée au fil des siècles. Alors que Trajane faisait la fête à Ctésiphon, ses voies de communication s'étiraient sur plus de 1500 kilomètres à travers des terres hostiles. Ces 5 légions étaient déployées en poste le long de cette immense étendue, chacune étant exposée à des assauts individuels. Et le plus périlleux de tout, pour soutenir cette campagne à l'Est, Trajan avait vidé les provinces occidentales de leurs troupes, les laissant quasiment sans protection. C'était précisément ce que les Parthes espéraient. Le cauchemar s'est éveillé sous la forme d'une ville dont la majorité des gens n'a jamais eu vent, Hatra. Cette citadelle, située en plein milieu du désert mésopotamien, pourrait devenir le symbole de l'échec de Trajan et éventuellement le lieu où sa mort a été scellée. Hatra ne se comparait pas à des métropoles de grande envergure comme Babylone ou Ctésiphon. C'était une cité marchande défendue, un havre de paix dans le désert qui régulait les voies caravanières entre la Mésopotamie et la Syrie. Pour Trajan, cela aurait dû représenter un épisode insignifiant dans son avancée triomphale. Cependant, Hatra possédait un atout que les autres cités n'avaient pas. Une résolution inébranlable de tenir bon et des conditions idéales pour transformer le siège en véritable enfer pour les envahisseurs. Le premier souci concernait le climat. Les légionnaires romains, accoutumés aux hivers européens et aux étés modérés de la Méditerranée, se sont trouvés à lutter sous un soleil capable d'éliminer un homme en quelques heures. Les températures de jour excédaient les 50 degrés Celsius. Il était difficile de trouver de l'eau potable, et celle-ci était souvent de mauvaise qualité. Dans le camp romain, les maladies se diffusaient aussi rapidement que le feu dans une prairie sèche. Et les combattants d'Hatra, acclimatés au climat désertique, étaient capables de mener des batailles efficacement durant les heures les plus brûlantes du jour. En fait, le véritable talent défensif de Hatra ne se trouvait pas dans ses fortifications, mais plutôt dans sa tactique. Les défenseurs avaient fait de la ville un véritable traquenard mortel. Ces dispositifs autorisaient les Romains à se rapprocher des murailles avant de les assaillir avec un déluge incessant de flèches depuis des positions surélevées. Quand les Romains essayaient de se replier, des cavaliers archers sortaient de la cité pour les tourmenter. Il s'agissait d'une version réduite de la tactique traditionnelle des Parthes, éviter systématiquement de combattre dans des conditions avantageuses à l'adversaire. Habitué à des triomphes rapides et déterminants, Trajan est devenu obsédé par Hatra. Il a pris la tête des attaques, mettant sa propre vie en danger au point d'effrayer ses généraux. Durant l'un de ses assauts, l'empereur âgé de 63 ans a été frappé par une insolation sévère qui l'a laissé inanimé pendant plusieurs heures. Ce fut la première indication manifeste que le puissant Trajan était finalement un être mortel. L'assaut s'est prolongé pendant des mois. Les Romains édifiaient des tours de siège, fabriquaient des engins de guerre et érigeaient des remblais. Tout était hors service. Hatra demeurait méfiante, un obstacle majeur pour l'empire de Trajan. Et tandis que l'empereur se laissait dévorer par son obsession pour cette ville sans importance, ses véritables adversaires planifiaient le coup qui allait bouleverser l'histoire pour toujours. Pendant que Trajan se vidait de son sang dans le désert de Hatra, à des milliers de kilomètres de distance, une tempête parfaite se préparait à éclater. Une tempête qui avait été méticuleusement orchestrée par des esprits comprenant les vulnérabilités de l'Empire romain mieux que les Romains eux-mêmes. Au cours de l'an 117 après J.U.C., les communautés juives situées dans l'est de la Méditerranée se rebellèrent, un soulèvement que les historiens nomment la guerre de Kittos. Ce ne fut pas une révolte impulsive née du désespoir religieux. Il s'agissait d'une opération de renseignement habilement orchestrée, exploitant les faiblesses engendrées par l'obsession orientale de Trajan. L'insurrection a surgi en même temps en Égypte, à Chypre, en Cyrénaïque et jusqu'en Mésopotamie. Le moment était idéal. Précisément lorsque Trajan a évacué les garnisons de ses provinces pour soutenir sa campagne contre les Parthes. Les communautés juives, ayant enduré des décennies de répression romaine, virent en cela une chance inestimable de se venger.
Cependant, derrière cette chance se cachait une force invisible qui avait préparé le terrain pendant de nombreuses années. Des agents juifs envoyés de partis sont évoqués dans les chroniques historiques comme étant ceux qui ont incité à la révolte. Ce n'était pas le fruit du hasard. Les Parthes, experts en guerre asymétrique, avaient repéré la principale faiblesse de l'Empire romain, sa diversité ethnique et religieuse. Ils comprenaient que la force de Rome résidait dans la capacité à maintenir ses sujets divisés et en conflit les uns avec les autres. Ils étaient également conscients qu'à un moment opportun, ces divisions pouvaient se transformer en armes destructrices. La violence était inexprimable. À Chypre, des insurgés juifs ont contraint les citoyens grecs et romains à participer à des combats de gladiateurs spontanés. Dans la Cyrénaïque, un leader messianique connu sous le nom de roi Loucouas annonça la fin de l'emprise romaine et ordonna la démolition organisée des temples païens. Pratiquement, la cité de Cyrène a été mise à terre. En Égypte, l'insurrection fut tellement violente qu'elle a conduit à la dépopulation de régions entières. Pour Trajan, coincé en Mésopotamie avec ses voies de communication interrompues et ses renforts immobilisés, l'annonce de la révolte fut comme un poignard dans le cœur. C'était la première fois dans sa carrière que le grand conquérant faisait face à une crise qu'il ne pouvait pas résoudre par le biais de la force brute. Ses adversaires ont réussi une prouesse qu'aucune armée n'était parvenue à réaliser, contraindre Trajan à la retraite. Le repli de Mésopotamie n'était pas un choix tactique, mais plutôt une évacuation désespérée. Trajan délaissa ses conquêtes orientales, laissa des garnisons entières à leur propre sort et prit la direction de l'Ouest pour préserver ce qui subsistait de son empire. Cependant, le tort était déjà causé. L'impression d'invincibilité avait été anéantie. Et dans l'ombre, ceux qui anticipaient ce moment ont commencé à se préparer pour le coup de grâce. Pour saisir la trahison qui a conduit à l'assassinat de Trajan, il nous faut appréhender l'individu qui tirerait le plus profit de sa disparition, Publio Hélio Hadrien. À première vue, Hadriano paraissait être l'héritier idéal. C'était le cousin de Trajan. Il avait brillamment participé aux campagnes de Dacie, était éduqué, avisé, et jouissait d'une grande popularité parmi les soldats. Cependant, sous cette apparence impeccable se dissimulait une ambition démesurée et un esprit capable des manigances les plus complexes. Comme Trajan, Hadrien était originaire de la même cité, Italica en Hispanie. Cependant, à la différence de son cousin aîné, il a passé son enfance à Rome où il s'est formé dans les disciplines les plus sophistiquées de la politique impériale. Il maîtrisait la langue grecque à la perfection, rédigeait de la poésie, imaginait des constructions et surtout appréhendait les rouages du pouvoir d'une façon que Trajan, le guerrier direct, n'avait jamais totalement comprise. Alors que Trajan remportait des conquêtes par la force, Hadrien a maîtrisé l'art de la conquête par la ruse. L'affrontement entre les deux individus avait commencé à se dégrader plusieurs années avant la campagne. Des sources historiques, telles que l'histoire Auguste, évoquent une montée des tensions. Trajan, sans descendance, avait manifesté un penchant pour d'autres successeurs envisageables, dont Neratius Priscus, un juriste éminent incarnant tout ce qu'Hadrien n'était pas, un individu dépourvu d'aspirations militaires, un administrateur doué capable de pérenniser les conquêtes de Trajan plutôt que de poursuivre de nouvelles gloires. Ce qui distinguait vraiment Trajan d'Hadrien, c'était leur perspective respective de l'Empire. Trajan était partisan de l'expansion perpétuelle, voyait la conquête comme un but en soi. Hadriano, plus pragmatique et calculateur, percevait les conquêtes orientales comme un épuisement intolérable des ressources. Depuis qu'il occupait le poste de chef des forces d'arrière-garde en Syrie, Hadrien avait observé directement les dépenses exorbitantes engendrées par la campagne contre les Parthes. J'avais observé comment les chaînes d'approvisionnement étaient poussées à leurs limites, comment les finances de l'Empire se déplétaient pour soutenir une armée à des milliers de kilomètres de son point d'origine. Cependant, Hadrien avait également discerné quelque chose de plus, une chance. Chaque jour que Trajan demeurait coincé en Mésopotamie,
Chaque échec militaire, chaque rapport de soulèvement supplémentaire consolidait la position d'Adrien comme l'option rationnelle. Et lorsque les nouvelles de l'insolation de Trajan à Atra ont été révélées, Adrien a compris que l'heure était arrivée. L'empereur invincible avait démontré qu'il était mortel. Et dans la société romaine, la mortalité de l'empereur représentait une incitation à la conspiration. Si Adrien représentait l'intellect de la conspiration, Plotine en était le centre vital. Pompeia Plotina, la femme de Trajan, a été l'une des figures féminines les plus puissantes et influentes de l'Empire romain. Officiellement, on la présentait comme l'impératrice idéale, vertueuse, réservée et dévouée aux œuvres de bienfaisance. Cependant, les récits anciens chuchotent une toute autre histoire, celle d'une femme qui avait appris à manier le pouvoir dans l'ombre et qui nourrissait ses propres ambitions pour le futur de l'Empire. Le lien entre Plotine et Trajan s'est avéré, dès le départ, davantage politique que romantique. Trajan, passionné par la guerre et l'expansion territoriale, avait confié la gestion du palais impérial à sa femme. Plotina a su tirer parti de cette liberté pour établir son propre réseau d'influence, qui allait des salons de Rome aux camps militaires situés aux confins. C'était une femme qui voyait bien que dans l'univers romain, le véritable pouvoir ne se trouvait pas nécessairement chez celui qui portait la couronne, mais plutôt chez celui qui détenait l'information et les fidélités. D'après les témoignages historiques, y compris Dion Cassius, la liaison entre Plotine et Adrien dépassait de loin le cadre d'une simple affinité politique. Quelques historiens contemporains ont proposé que ces deux individus étaient en couple, une liaison qui aurait suscité le scandale sans être irréalisable dans la société romaine. Il est incontestable que Plotine avait engagé son destin politique dans la carrière d'Adrien. C'était elle qui avait facilité sa montée dans les rangs impériaux, qui avait murmuré son nom à Trajan quand on était en quête de chefs militaires dignes de confiance. Toutefois, le véritable génie de Plotine ne se manifestait pas dans ses histoires d'amour, mais plutôt dans sa maîtrise de la psychologie impériale. Elle comprenait que Trajan, en dépit de sa renommée militaire, avait une carence essentielle, son besoin désespéré d'admiration et d'approbation. C'est cette vulnérabilité qui avait poussé l'empereur à devenir obsédé par Alexandre le Grand, ce qui l'avait conduit à entreprendre la campagne contre les Parthes, malgré tous les conseils sensés. C'est cette même vulnérabilité que Plotine avait appris à tirer parti. Durant les années de la campagne contre les Parthes, alors que Trajan perdait son sang dans le désert, Plotine s'affairait minutieusement à Rome. Il avait établi des liens avec des sénateurs influents, gagné la fidélité de la garde prétorienne et mis en place les bases d'une transition de pouvoir qui apparaîtrait fluide et inévitable. Quand la nouvelle du décès de Trajan parviendrait, tout serait en place pour qu'Adrien accède au trône sans rencontrer de résistance notable. Cependant, Plotine avait également accompli quelque chose de plus sinistre. Il avait entretenu des échanges clandestins avec des agents à l'Est, orchestrant non seulement la transmission du pouvoir politique, mais également les circonstances qui rendraient cela indispensable. La mort de Trajan ne serait pas un incident fortuit dans l'histoire. Elle constituerait l'aboutissement d'une manœuvre orchestrée sur plusieurs années. Pour saisir entièrement le complot qui a conduit à la chute de Trajan, il nous faut étudier un aspect que les historiens classiques ont souvent omis: l'existence d'un système d'espionnage international qui liait les adversaires de Rome aux factions insatisfaites au sein même de l'Empire. Ce réseau n'était pas le fruit d'une inquiétude excessive, mais une réalité consignée dans les documents anciens et souvent sous-estimée par l'historiographie contemporaine. Contrairement à l'image dépeinte par la propagande romaine, les Parthes n'étaient pas des barbares de nature primitive. Ils étaient les successeurs d'une tradition millénaire perse d'administration impériale et, plus crucial encore, de sagacité gouvernementale. L'Empire parthe dominait les principales voies commerciales de l'Antiquité, et avec le commerce s'est accompagnée la transmission de l'information. Les commerçants parthes, effectuant le trajet de la Chine à la Méditerranée, ne se contentaient pas de transporter de la soie et des épices.
Il transmettait également des informations, des potins et, en cas de besoin, des communications chiffrées. Au fil du temps, ce réseau commercial s'était métamorphosé en une toile d'espionnage qui rivalisait avec tout ce que Rome aurait pu concevoir. Les Parthes étaient conscients des conflits internes au sein de l'Empire romain. Ils étaient informés des aspirations individuelles des généraux et des hommes politiques, et ils comprenaient les faiblesses ethniques et religieuses des régions romaines. Et ils avaient su tirer parti de ces informations bien au-delà du cadre d'une simple guerre conventionnelle. La révolte juive, connue sous le nom de guerre de Kitos, qui s'est déclenchée dans les rangs arrière de Trajan, n'était pas le résultat d'une éruption soudaine d'enthousiasme religieux. C'était le fruit de plusieurs années de préparation rigoureuse. Les agents juifs envoyés de Parthie, cités par les sources, n'étaient pas des extrémistes religieux, mais plutôt des agents formés qui ont nourri l'insurrection depuis plusieurs années. Ils avaient repéré les leaders locaux les plus extrêmes, fourni des armes et de l'argent, et orchestré le moment pour infliger un maximum de dommages à l'effort militaire romain. Ce qui était le plus alarmant, c'était que ce réseau ne concernait pas seulement les adversaires extérieurs de Rome. Certaines composantes de l'Empire collaboraient avec les Parthes, non pas en raison d'idéologie, mais en quête d'ambition personnelle. Des sénateurs considéraient la défaite de Trajan comme une occasion de transformation politique. Vendeurs qui privilégiaient la constance des frontières fixes plutôt que l'incertitude liée à de nouvelles territorialités. Et, ce qui est le plus périlleux, des membres de la famille impériale qui considéraient l'échec de Trajan comme une opportunité pour leur propre montée au pouvoir. Ces conspirateurs utilisaient des canaux de communication qui existent depuis plusieurs décennies pour échanger. Des coursiers qui faisaient partie de caravanes marchandes, des lettres dissimulées au sein de chargements de marchandises, des codes tirés d'œuvres littéraires que seuls les experts étaient capables de déchiffrer. C'était un moyen de communication qui facilitait la synchronisation des actions sur plusieurs milliers de kilomètres et à travers diverses frontières, un dispositif qui avait métamorphosé la campagne militaire de Trajan en une embuscade dès le départ. Au cours de l'été 117 après J.T., alors que le roi romain Trajan était assailli par des nouvelles de révolte à travers l'Empire et confronté à un effondrement de ses conquêtes en Orient, il a commencé à montrer des signes d'une maladie que les médecins de son temps n'ont pas réussi à identifier avec exactitude. Techniquement, le diagnostic était un œdème, une accumulation de liquide qui influait sur sa respiration et sa capacité à se mouvoir. Cependant, les conditions entourant cette maladie, son occurrence temporelle et ses conséquences soulèvent des interrogations dérangeantes qui préoccupent les historiens depuis presque 2 millénaires. La maladie de Trajan ne s'est pas révélée de manière graduelle, comme on le verrait habituellement dans les troubles associés au vieillissement. Il est apparu de manière inattendue, au moment précis où l'empereur avait décidé de renoncer à ses conquêtes en Orient et de regagner Rome pour s'occuper lui-même des crises qui mettaient en péril son empire. C'était comme si un être, ou une entité, avait décrété que Trajan ne devait pas atteindre la capitale de l'empire en vie. Les symptômes rapportés par les anciennes sources s'accordent avec plusieurs formes d'empoisonnement connues à cette époque. Problèmes de respiration, enflure, diminution graduelle de la force physique, moments d'état confusionnel. Les Romains étaient bien versés dans la connaissance des poisons. Ils avaient servi d'instruments politiques durant de nombreux siècles. Du poison de locuste, le favori de Néron, aux toxines délicates qui avaient mis fin au jour des empereurs antérieurs, l'art de l'empoisonnement était hautement sophistiqué dans la Rome antique. Cependant, ce qui est le plus troublant dans la maladie de Trajan n'est pas uniquement les symptômes, mais aussi qui a pu avoir un accès à l'empereur durant ces derniers jours. Adriano, dans son rôle de chef des troupes de soutien, avait fait le déplacement depuis la Syrie pour aider son cousin souffrant. Les médecins privés de l'empereur, des individus choisis et rémunérés par le gouvernement impérial, agissaient sous la direction directe de Plotine. Bien qu'elle soit restée à Rome, son réseau d'agents s'étendait jusqu'aux camps militaires, les plus éloignés. Selon des témoignages,
Trajan, lorsqu'il était lucide, faisait part de ses doutes concernant son état de santé. Il avait requis l'envoi de messages urgents à Rome, mais ces derniers n'ont jamais été livrés à leur destinataire. Il avait essayé de rédiger un testament qui indiquerait explicitement son héritier, cependant, les scribes ont fait état de sa fragilité excessive qui l'a empêché d'accomplir le document. Chaque effort de Trajan pour garantir une succession régulière était contrarié par des circonstances qui paraissaient trop favorables pour être fortuites. Le coup fatal a été porté lorsque Trajan, désespéré de regagner Rome avant qu'il ne soit trop tard, a pris la décision d'entreprendre un voyage maritime de Séleucie en Italie. C'était une expédition périlleuse pour un homme affaibli, mais Trajan était conscient que son maintien dans la métropole était l'unique solution pour garder le contrôle d'un empire en déclin. Toutefois, il ne finirait jamais ce périple. Dans le port de Sélinos, situé sur la côte de Cilicie, le dernier grand conquérant romain a poussé son dernier souffle, entouré d'hommes qui avaient davantage à profit de sa mort que de son existence. L'homme le plus puissant au monde s'est éteint le 8 août de l'an 117 dans un modeste port de la côte cilicienne. Selon les sources officielles, Marco Ulpio Trajano est décédé des suites de complications liées à sa maladie alors qu'il tentait de regagner Rome. Cependant, les détails entourant sa mort sont empreints d'un mystère que même les sources antiques n'osent qu'à peine évoquer et que les historiens contemporains ont tendance à négliger. Trajan était arrivé à Sélinonte dans une situation désespérée. Sa condition s'était détériorée au cours du trajet depuis la Mésopotamie. Néanmoins, sa volonté de rejoindre Rome demeurait intacte. Il était conscient que sa présence dans la métropole était la seule façon de préserver l'unité d'un empire qui se désintégrait sous plusieurs angles. Les soulèvements juifs avaient ravagé des régions entières. Les conquêtes en Orient avaient été abandonnées et les bruits de couloir concernant son état de santé nourrissaient les conjectures relatives à la succession du trône impérial. Mais Trajan était également conscient d'une autre réalité, qu'il existait des forces déterminées à entraver son retour. Les messages qu'il avait essayé de transmettre à Rome ont été captés ou égarés. Les médecins en charge de son traitement paraissaient davantage préoccupés par le fait de le maintenir sous sédation que par sa guérison. Et Hadrien, son supposé successeur et cousin dévoué, avait manifesté une bizarre hésitation à précipiter le voyage en Italie, insistant sans cesse sur le fait que l'empereur nécessitait davantage de repos. Selon les sources, Trajan a vécu ce qu'on appelle une crise finale la nuit du 7 août. Les symptômes ont brusquement empiré. Une respiration extrêmement difficile, des crises et des épisodes de délire pendant lesquels l'empereur hurlait au sujet de trahison et de poison. Parmi les témoins présents ce soir-là, on comptait Hadrien, plusieurs médecins de la cour et un petit groupe d'officiers fidèles. L'empereur est décédé le matin du 8 août. Les événements qui se sont déroulés au cours des dernières heures demeurent parmi les énigmes les plus dérangeantes de l'histoire romaine. D'après les sources officielles, Trajan est décédé tranquillement, ayant officiellement adopté Hadrien sur son lit de mort. Cependant, d'autres sources, plus récentes mais possiblement plus sincères, relatent une version différente de l'histoire. On évoque des hurlements nocturnes, des praticiens entrant et sortant de la chambre impériale avec des fioles énigmatiques, d'Hadrien murmurant en toute hâte, avec des émissaires venant de lieux non identifiés. L'histoire auguste, rédigée plusieurs siècles après les événements, mais s'appuyant sur des sources de l'époque, suggère que l'adoption d'Hadrien était une blague. D'après cette interprétation, Trajan serait décédé sans avoir nommé d'héritier, et Plotine, qui était apparemment arrivé à Sélinonte peu avant le décès de l'empereur, aurait mis en scène une pantomime complexe. Un comédien aurait imité la voix altérée de Trajan pour valider l'adoption d'Hadrien devant des témoins sélectionnés. C'était une opération qui exigeait de la planification, des moyens et un réseau de complices qu'une seule conspiration de haut niveau aurait pu procurer.
La nouvelle du décès de Trajan a été rapportée à Rome avant même la remise de son corps. Et avec cette annonce est également venue la certitude qu'Adrien avait été désigné comme le nouvel empereur. Le passage a été surprenamment fluide, trop pour être naturel. Le Sénat a approuvé la succession sans discussion notable. La garde prétorienne a prêté allégeance au nouvel empereur sans opposition, et les provinces ont accepté le transfert de pouvoir comme s'il avait été prévu depuis longtemps. C'est ce qui, très probablement, a été exactement le cas. Adriano n'a pas tardé à affermir son autorité. Cependant, ses premières décisions en tant qu'empereur ont fait apparaître un plan qui dépassait largement la simple poursuite des politiques de son prédécesseur. Sa première décision majeure fut totalement novatrice: renoncer à toutes les conquêtes orientales de Trajan. Les provinces de l'Arménie, de la Mésopotamie et de l'Assyrie, pour lesquelles Trajan avait mené des batailles et perdu la vie, furent restituées aux Parthes sans aucune condition. L'explication officielle était d'ordre pragmatique. Il était trop onéreux de maintenir les nouvelles provinces et leur défense s'avérait trop complexe. Adriano se positionna comme l'empereur avisé qui préservait l'empire de la banqueroute et de l'expansion démesurée. Toutefois, cette élucidation, bien que utile, ne justifiait pas la rapidité et l'intégralité de l'abandon. Aucune tentative n'a été faite pour négocier des conditions plus favorables, et aucun effort n'a été déployé pour préserver au moins certaines des conquêtes les plus précieuses. On aurait dit qu'Adrien avait attendu le bon moment pour renverser tout le travail de Trajan. Cependant, l'acte le plus significatif d'Adrien ne fut pas ce qu'il a fait en termes de conquête comme son prédécesseur Trajan, mais plutôt la manière dont il a traité les hommes de Trajan. Dans ses premières actions, en tant qu'empereur, il fit donner la mort à 4 des généraux les plus éminents et dévoués de l'empereur précédent. Ils ont officiellement été inculpés de complot visant à renverser le nouveau régime. En effet, ils ont été écartés parce qu'ils détenaient trop d'informations sur les derniers moments de Trajan et les véritables conditions de son décès. Lucio Quieto, le général mauritanien de renom qui avait été l'un des officiers les plus performants durant la campagne contre les Parthes, était parmi ceux qui ont été exécutés. Quieto était présent durant la dernière maladie de Trajan et avait manifesté publiquement des incertitudes quant à la légitimité de la succession d'Adrien. Sa mise en œuvre a transmis un message sans équivoque à quiconque pourrait douter de la version officielle des faits. L'option pour survivre était le silence. Le contraste entre la brutalité de ses exécutions et l'image d'Adrien en tant qu'empereur éclairé et civilisé était saisissant. Mais cela dévoilait la réalité de son ascension au pouvoir. Elle s'était fondée sur la trahison, l'assassinat et l'élimination systématique des témoins dérangeants. L'individu qui allait être parmi les empereurs les plus vénérés de l'histoire avait inauguré son règne par un carnage comparable aux pires abus de ses prédécesseurs les plus despotiques. Après avoir renforcé sa position et écarté les témoins menaçants, Adrien entreprit un projet encore plus audacieux, réécrire l'histoire des dernières années de Trajan afin de légitimer ses propres actions et dissimuler la réalité de son ascension au pouvoir. Il ne s'agissait pas seulement de propagande politique, mais d'une opération systématique de déformation historique qui allait influencer la compréhension des générations futures de l'une des périodes les plus déterminantes de l'histoire romaine. La campagne de désinformation a débuté par la description des conquêtes orientales menées par Trajan. Ce qui avait été dépeint comme le plus grand succès de l'histoire romaine a été requalifié en une expédition imprudente ayant compromis la stabilité de l'Empire. Sous la direction d'Adrien, les historiens officiels ont débuté à se concentrer sur les dépenses de la campagne parthique tout en minimisant ses succès. Les triomphes se sont transformés en occupations temporaires et les réussites militaires ont été redéfinies comme une surextension périlleuse. Toutefois, la réécriture la plus sinistre s'est focalisée sur la figure même de Trajan. L'empereur, durant sa vie salué comme Optimus Princeps, s'est progressivement mué en une figure plus complexe.
Un militaire de premier plan, bien sûr, mais également un individu dont les ambitions ont terni le discernement. On a mis l'accent sur ses prétendues obsessions pour Alexandre le Grand, exagéré les coûts de ses campagnes et insinué que son âge avancé avait affecté sa capacité à prendre des décisions rationnelles. Cette révision historique a été facilitée par l'absence de nombreux témoins directs des événements, décédés soit au cours de batailles, soit de maladies, ou encore exécutés sous les ordres d'Adrien. Les quelques témoins qui auraient pu démentir la narration officielle ont été muselés grâce à un mélange de corruption, d'intimidation et, le cas échéant, d'élimination corporelle. Ainsi, le récit des événements selon Adrien est devenu l'unique version accessible aux historiens suivants. La finesse de cette manœuvre de désinformation était ce qui la rendait brillante. Adrien n'a pas entièrement rejeté les accomplissements de Trajane. Il a plutôt cherché à les recontextualiser. Il n'a pas explicitement blâmé son prédécesseur pour son incompétence. Il a simplement proposé que les conditions actuelles nécessitent une démarche différente. Grâce à cette démarche, Adrien a pu se positionner comme le successeur légitime de Trajane, tout en justifiant en même temps l'abandon total de ses politiques. L'issue de cette entreprise de réécriture de l'histoire a été si totale qu'on en ressent encore les effets à ce jour. La majorité des ouvrages historiques dépeignent l'abandon des conquêtes orientales comme une décision éclairée et pratique, sans toutefois interroger les motivations véritables qui y sont liées. On décrit le décès de Trajane comme survenu naturellement et sa succession comme valide, malgré de nombreuses preuves d'anomalie. Non seulement Adriano a réussi à tuer un empereur, il a également fait disparaître la vérité entourant cet assassinat. L'élimination de Trajan et l'avènement d'Adrien ont constitué un point pivot dans l'histoire de l'Empire romain, dépassant largement la simple transition de pouvoir impérial. C'est à ce moment-là que Rome a renoncé de manière définitive à son rôle de puissance expansionniste, acceptant de se transformer en une force défensive. Cette transformation aurait des répercussions qui se prolongeraient sur plusieurs siècles et aboutiraient en fin de compte à la dissolution de l'Empire occidental. La décision d'Adrien de renoncer aux conquêtes orientales n'était pas simplement une retraite tactique, mais une reconnaissance de défaite qui résonna à travers tout le monde antique. Les Parthes, ayant frôlé l'écroulement suite aux triomphes initiaux de Trajan, ont correctement perçu le retrait romain comme un indice de vulnérabilité intrinsèque. Plutôt que de négocier à partir d'une position avantageuse, Rome a opté pour la fuite du champ de bataille. Cette impression de vulnérabilité inciterait non seulement les Parthes, mais aussi tous les adversaires de Rome à lancer des attaques futures. Cependant, les conséquences les plus désastreuses étaient internes. L'élimination de Trajane a établi une dangereuse tendance. Il était désormais possible pour les empereurs d'être liquidés par des conspirations internes si leurs actions devenaient inconfortables pour certains cercles de pouvoir. Ce phénomène se reproduirait de nombreuses fois au fil des siècles, contribuant à la constante instabilité qui marquerait les derniers siècles de l'Empire. L'exécution des généraux loyaux à Trajane a également eu un impact durable sur le moral et la fidélité des troupes romaines. Les soldats ayant combattu et souffert pour les conquêtes orientales ont vu leurs efforts dédaignés sans égard et leurs chefs exécutés par le régime nouvellement installé. Cette trahison de la part des vétérans de Trajan a engendré une mistrust significative entre l'armée et l'administration impériale qui ne pourra jamais être totalement résolue. Sur le plan économique, l'abandon des conquêtes en Orient a privé Rome de ressources qui auraient pu être considérables. Certaines des terres les plus prospères du monde antique étaient incluses dans les provinces délaissées, qui offraient l'accès aux voies commerciales les plus rentables. En rapportant les terres aux Parthes, Adrien a non seulement abandonné des bénéfices à court terme, mais a aussi consolidé les adversaires de Rome en leur offrant les moyens nécessaires pour d'éventuels affrontements futurs. Toutefois, il se pourrait que la conséquence la plus significative ait été d'ordre psychologique. L'abandon des conquêtes de Trajan a signifié la fin du rêve romain d'une domination globale. À partir de ce point,
Rome ne se percevrait plus comme un empire en croissance destiné à dominer le monde, mais plutôt comme une citadelle assiégée, luttant pour préserver ce qu'elle avait acquis. Cette attitude de défense se manifesterait dans toutes les décisions futures, allant de l'édification du mur d'Adrien aux transformations militaires apportées par les empereurs suivants. L'intrigue qui a causé la chute de Trajan n'était pas un incident unique dans l'histoire, mais s'inscrivait dans un modèle qui a persisté à se reproduire sans cesse au cours des âges. L'union d'aspirations individuelles, de considérations économiques et de manipulations médiatiques qui a marqué la dégringolade de Trajan peut être observée dans des événements plus contemporains, y compris certaines des actions les plus décriées de changement de gouvernement au XXIe siècle. La comparaison la plus marquante se fait avec l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. À l'instar de Trajan, les États-Unis ont obtenu des succès militaires initiaux impressionnants en s'emparant de Bagdad et en renversant le régime de Saddam Hussein avec une aisance qui a étonné la planète. Toutefois, à l'instar de Trajan, ces triomphes initiaux se sont révélés illusoires. La révolte qui s'est suivie, nourrie par des forces que les conquérants avaient sous-évaluées, a métamorphosé la victoire en une interminable épreuve cauchemardesque qui a finalement conduit à leur retraite déshonorante. Les ressemblances dépassent les domaines militaires. Dans les deux situations, les invasions ont été officiellement défendues au nom de la sécurité. Le danger pour Rome, les supposées armes de destruction massive pour les États-Unis, mais les véritables motivations englobaient des éléments économiques et géopolitiques bien plus compliqués. Dans les deux situations, les dépenses liées à l'occupation se sont révélées intolérables, entraînant en fin de compte la renonciation au territoire pris. Cependant, le parallèle le plus dérangeant pourrait se trouver dans la part de complots internes. À l'instar d'Adrien et de ses complices qui ont tenté de compromettre la campagne de Trajan pour des raisons politiques personnelles, certains membres de l'élite américaine ont été soupçonnés de manipuler les informations et les politiques afin de poursuivre leurs propres objectifs spécifiques. La distinction réside dans le fait que, alors que la conspiration visant Trajan a réussi à supprimer physiquement le dirigeant, les complots actuels actionnent par des méthodes plus discrètes, mais tout aussi performantes. L'enseignement majeur de la conspiration contre Trajan est que les empires ne s'effondrent pas nécessairement à cause de l'agression de leurs ennemis externes, mais plutôt par la déloyauté de leurs propres gouvernants. Quand ceux qui sont censés sauvegarder l'intérêt national mettent leurs ambitions personnelles en priorité, le déclin et la chute inévitable suivent. Cette leçon est tout aussi significative aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2 millénaires. Le récit de Trajan nous instruit aussi sur l'importance de maîtriser le récit historique. Adriano n'a pas seulement tué un empereur, il a réussi à persuader les futures générations qu'il avait agi de la bonne manière. Cette altération de l'histoire nous sert d'avertissement sur la nécessité de faire preuve de scepticisme à l'égard des versions officielles des événements, particulièrement quand ces dernières sont bénéfiques à ceux qui détiennent le pouvoir de rédiger l'histoire. Près de 2 millénaires plus tard, la vérité intégrale concernant le décès de Trajan et l'ascension d'Adrien demeure ensevelie sous des strates de propagande impériale, de réécriture historique et tout simplement du cours du temps. Cependant, les éléments du casse-tête que nous avons passé au crible dépeignent une image troublante de trahison, d'assassinat et de manipulation qui a modifié le cours de l'histoire occidentale. Les éléments de preuve circonstancielle sont écrasants. La maladie de Trajan est survenue à un moment critique, précisément lorsqu'il avait pris la décision de regagner Rome pour gérer les crises pesant sur son empire. La présence d'Adrien et de Plotine durant ces derniers instants, même s'ils avaient tous deux davantage à gagner de son décès que de sa survie. L'exécution sans délai des généraux fidèles qui auraient pu contredire l'interprétation officielle des événements. Le renoncement abrupt et total à toutes les conquêtes orientales, comme si cela avait été orchestré en amont. Cependant, au-delà des preuves concrètes, une tendance plus vaste se dessine lorsque nous scrutons les événements d'un regard critique.
Le complot contre Trajan ne résultait pas d'une ambition personnelle impulsive, mais d'une manœuvre élaborée impliquant plusieurs participants, une coordination à l'échelle internationale et une connaissance approfondie des faiblesses du système impérial romain. Cela a été, sous de nombreux aspects, un coup d'État réussi qui a non seulement permis d'écarter un leader embarrassant, mais aussi de réécrire l'histoire pour justifier cet acte. La tragédie de Trajan dépasse le cadre personnel pour toucher à la dimension civilisationnelle. Son décès a marqué la fin de l'expansion romaine et le commencement d'une phase de déclin qui finirait par entraîner la chute de l'Empire occidental. En supprimant le dernier grand conquérant de Rome, les conspirateurs ont non seulement altéré le destin d'une personne, mais également celui d'une civilisation. Cependant, le message peut-être le plus crucial de cette histoire porte sur la vulnérabilité du pouvoir et la simplicité avec laquelle il peut être manipulé par ceux qui maîtrisent ses rouages internes. Trajan a été, sans conteste, l'empereur le plus puissant que Rome ait jamais eu. Il bénéficiait du soutien militaire, de l'admiration du peuple et des ressources d'un empire qui couvrait 3 continents. Néanmoins, toute cette puissance n'a pas pu le préserver de la trahison de ceux en qui il avait le plus d'assurance. L'histoire de Trajano nous rappelle que l'histoire n'est pas toujours ce qu'elle paraît être à première vue. Más allá de las historias oficiales de triunfo y caída, de astucia política y necesidad táctica, frecuentemente se esconden verdades más sombrías de ambición desmedida, traiciones y homicidios. Como estudiantes de historia, nos corresponde poner en duda estas narrativas, analizar la evidencia con una mirada crítica y estar abiertos a considerar opciones que puedan resultar incómodas, pero que podrían acercarse más a la realidad. Au bout du compte, la fin de Trajan nous rappelle que même les plus puissants ne sont pas à l'abri de la trahison, que même les empires les plus imposants peuvent être renversés de l'intérieur, et que la vérité, une fois ensevelie, peut rester cachée pendant des millénaires. Pero también nos muestra que, a través de una investigación y un análisis crítico exhaustivos, podemos descubrir esas verdades ocultas y sacar a la luz las conspiraciones del pasado. La trahison qui a conduit à la disparition d'un empire n'était pas qu'un simple fait historique. C'était aussi une illustration de la nature du pouvoir, de la vulnérabilité de la confiance et du coût perpétuel de l'ambition excessive. Une leçon qui a autant de résonance aujourd'hui qu'elle en avait dans les dunes du désert mésopotamien il y a 2 millénaires.